Sunday Night Production. Entre elles, et notamment dans le cadre des descentes, les quadriceps, qui sont ces muscles du devant de la cuisse, vont être énormément sollicités dans un mode de contraction dit excentrique. On vit dans un contexte qui est un peu anxiogène, voilà, et du coup, on veut vraiment remettre un peu cette notion de plaisir et de bien-être au centre de notre pratique de la course à pied pour... Souvent, on nous dit que le mental, c'est 80% du physique. Il y a ce genre de phrases un peu toutes faites qui ne sont pas forcément... Ils ont campé, ils ont attendu la personne pendant plusieurs heures et la personne, elle arrive, elle est exécrable, quoi. Elle est de très mauvais poil, elle agresse tout le monde et des fois, c'est violent parce qu'on trouve ça très ingrat. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission. Et à quelques semaines de l'été, nous allons nous intéresser au trail running et plus particulièrement à ses bienfaits en termes de renforcement physique, mental ou encore comment cette pratique du running peut nous aider à améliorer notre bien-être et aussi booster notre motivation pendant les périodes de congés estivaux. Et pour nous aider à nous améliorer grâce au trail running, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un homme qui est tout aussi à l'aise sur le bitume parisien que sur les chemins sinueux du Vercors. Il s'agit bien évidemment de Fred, co-animateur du podcast et responsable fond, demi-fond et running au Stade Français Athlétisme. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu as mis tes chaussures de trail running pour enregistrer cet épisode aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Guillaume. Mais non, j'ai pas pris mes chaussures de trail parce que je dois avouer que je n'en ai pas. Mais j'en avais et ça fait un petit moment que je suis pas allé sur les sentiers. Donc, je n'ai pas encore renouvelé, j'allais dire, ma garde-robe course. Ainsi, voilà. Ah bah je suis sûr que ça ne serait tardé. Fred, je t'avoue que moi j'attendais en tout cas cet épisode avec impatience, car comme tu le sais, l'année dernière, j'ai déménagé, j'ai quitté Paris pour aller vivre à la campagne, histoire de retrouver un petit peu plus de calme et de sérénité. Je crois que je suis pas le seul après le confinement à avoir décidé un peu de changer de vie. Et du coup, c'est assez logique, hein, j'ai dû adapter ma pratique du running à ma nouvelle vie, puisque fini les quais de Seine, fini l'hippodrome d'Auteuil, la piste d'athlétisme aussi Paul Faber, qui est bien connue des Parisiens et des Parisiennes. Et du coup, maintenant, je m'entraîne principalement en forêt, mais pas au bois de Boulogne, hein, je te parle vraiment de la vraie forêt avec les animaux sauvages et tout. Et du coup, forcément, même si la course sur route reste un peu mon domaine de prédilection, j'envisage de plus en plus de participer à quelques trails par-ci, par-là. Et bien évidemment, je vais devoir m'y préparer spécifiquement. Et j'imagine que tu vas pouvoir m'aider, Fred, à me préparer au trail running. Alors là, tu vas vraiment pouvoir compter sur moi, Guillaume, car il est à mon sens hors de question que tu arrives en touriste sur la ligne de départ d'une course et encore plus d'un trail. Parce que toi, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai une petite réputation à tenir et j'ai pas envie de devenir la risée. Donc voilà, on va faire ça vraiment bien. Plus sérieusement, Guillaume, ton cas est loin d'être une exception. En effet, depuis la pandémie et les confinements, tu en as parlé, beaucoup de Français et de Françaises ont décidé de quitter les grandes métropoles pour aller vivre à la campagne ou tout du moins en périphérie des grandes zones urbaines. Et forcément, quand notre mode de vie change, notre rapport au sport a aussi tendance à changer. Et dans ce contexte, de plus en plus de coureurs cherchent non seulement à renouer avec la nature, mais aussi à remettre au centre le sentiment de liberté que procure le running, qu'ils avaient pu mettre parfois de côté au profit de la performance. Et pour ça, finalement, quoi de mieux que courir en pleine nature, au cœur des montagnes ou des forêts, pour renouer avec ce sentiment de liberté, qui est certainement ce qui symbolise le plus, on va dire, la culture running dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, où qu'on soit, qui qu'on soit, on peut s'adonner à notre pratique. Et voilà, quand vous courez au grand air dans de magnifiques horizons et paysages, on a vraiment le sentiment de s'évader.
Et effectivement, il y a quelques semaines, on parlait du flow et justement c'est un état qu'on peut facilement trouver aussi quand on est en pleine nature. C'est exactement ça. Et puis, on a traversé, d'ailleurs on traverse encore actuellement pas mal de crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou encore géopolitiques. Et à titre personnel, j'essaye de pas trop y penser, mais c'est vrai que inconsciemment, notre esprit, ça peut générer chez nous aussi un peu d'anxiété, un peu de stress. Et c'est vrai qu'on cherche de plus en plus avec le running à évacuer ce stress. On vit dans un contexte qui est un peu anxiogène, voilà, et du coup, on veut vraiment remettre un peu cette notion de plaisir et de bien-être au centre de notre pratique de la course à pied pour bien vivre ce moment qui est un petit peu plus délicat. On a connu quand même des années un peu plus heureuses, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer l'info, mais il y a une étude qui est parue récemment dans la presse. Il s'agit de l'étude de l'Observatoire du Running 2022, qui est réalisée par Sport Heroes et l'Union Sport et Cycle, et qui révèle que la nature est en train de devenir en tout cas le terrain de jeu préféré des runners. 84% des coureurs interrogés s'imaginent courir dans la nature dans les prochains mois ou dans les prochaines années à venir, contre 51 seulement se voient sur route dans les prochaines années. On peut quand même parler d'une vraie tendance là. Il y a, je ne vais pas dire une migration des coureurs sur route vers le trail, mais en tout cas, de plus en plus de coureurs voient leur pratique en pleine nature, j'ai l'impression. Alors, effectivement, Guillaume, mais plus qu'une tendance, c'est un véritable fil rouge, je dirais, dans l'histoire de notre sport. Il faut bien comprendre que depuis plus de 50 ans, la pratique de la course à pied n'a cessé d'évoluer. Il faut savoir que jusqu'à la fin des années 60, la course à pied était cloisonnée au stade d'athlétisme. À ses débuts, c'était presque inimaginable de courir dans les rues. Puis, à partir des années 70, la course à pied commence à sortir des stades pour se tourner vers la route, avec notamment l'essor du marathon. Puis, les années 90-2000, la course à pied s'est totalement invitée au cœur des villes avec l'essor du running. Puis, elle s'est tournée vers les parcs et maintenant la nature avec l'essor du trail running. Tout ceci dans une forme de continuité, car ce qu'il faut bien comprendre, c'est de tout temps, la course à pied a toujours cherché à s'affranchir des infrastructures sportives traditionnelles pour devenir plus libre, intuitive et surtout axée sur le plaisir. Bien sûr, tous ceux qui s'entraînent sur des pistes vous diront qu'ils éprouvent du plaisir et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question. Mais effectivement, même les plus pratiquants ardus et fervents sur les pistes d'athlétisme préfèrent toujours faire leur footing ou leur sortie un peu tempo, un peu rythmée dans les bois ou les parcs de leur ville, notamment en région parisienne. Les bois de Boulogne et Vincennes sont bien connus de l'ensemble des coureurs, notamment sur piste. Effectivement, après bien sûr, ça ne veut pas dire qu'une pratique en chasse une autre, car évidemment il existera toujours des meetings d'athlétisme ou des courses sur route. C'est juste que le champ des possibles, finalement, il s'élargit toujours de plus en plus et on se tourne, en tout cas la course à pied amateur se tourne toujours vers plus de liberté et moins de contraintes. D'ailleurs, on en avait parlé, souviens-toi, dans l'épisode avec Cécile Coulon, où on retraçait un peu toute l'évolution du running à travers le temps, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que la course à pied, c'est quelque chose de fixe, qui n'évolue pas. Au contraire, depuis plus de 50 ans, la course à pied n'a cessé d'évoluer. Après, il faut quand même être réaliste. La France, elle est de plus en plus urbanisée, peuplée, et malheureusement, on n'a quand même pas tous la chance de vivre à 1800 mètres d'altitude dans les hauteurs de Chamonix ou au cœur des massifs pour courir. Du coup, selon toi, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, est-ce que c'est quand même possible de courir en nature, de s'entraîner au trail running, même quand on vit dans une ville comme Paris, Lyon, Toulouse ou encore Bordeaux? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont envie d'essayer des nouvelles façons de courir, mais ils se demandent si c'est possible quand on vit en milieu urbain, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est pas un non-sens, en fait? Alors non seulement c'est possible, mais au-delà de ce que je pense, on a un certain nombre d'exemples qui le prouvent. Je pense notamment à Alexandre Boucher, qui est plus connu sous le nom de Cascade Verte, qui vit
dans Paris même, dans Paris Intramuros, comme on dit, et qui brille sur le circuit d'Ultra Trail. Je pense aussi à Johan Stuck, qui vit dans cette magnifique ville de Lyon, qui n'est pas réputée pour être la plus verte de la planète non plus. Hein. Ça reste un milieu urbain, même si c'est la plus belle ville du monde. Je dois l'avouer. C'est pas un Lyonnais qui nous parle, hein, rassurez-vous. Voilà. Il est tout à fait objectif, hein, bien sûr. En toute objectivité. Donc, on a des exemples qui nous prouvent qu'on peut évoluer au quotidien dans un milieu urbain et s'adonner à la pratique du trail et même à très haut niveau. Donc, il n'y a aucun élément qui vous empêche. C'est comme si, à contrario, quelqu'un qui vivra à la montagne, vous direz, son rêve c'est de faire du marathon, de la course sur route, ou de la piste, il pourra le faire même s'il n'a pas directement de piste ou de parcours route plat à côté de lui. Il pourra toujours s'entraîner. Ce qu'il faut, c'est, on le verra un peu plus loin dans cet échange-là, et adapter l'entraînement en vue et en conséquence des compétitions qu'on va préparer. Mais c'est tout à fait possible. Et aussi urbain soient les différents milieux dans lesquels on évolue, je le dirais comme ça, la place qui est faite au vert est de plus en plus importante, donc il y a toujours quand même des parcs avec de la verdure et quelques arbres pour pouvoir respirer à plein poumon. Bon, ça me rassure, même si évidemment mes ambitions en matière de trail sont quand même nettement plus raisonnables que celles d'Alex. J'ai pas l'intention de devenir un grand champion, mais voilà, de pouvoir être crédible et surtout de pas me faire mal, parce qu'il y a quand même une certaine forme de technicité, donc j'ai pas envie de me vautrer dans les montagnes. Et puis tu sais que nous, l'été, on couvre de plus en plus d'événements de trail, journalistiquement parlant, mais on est quand même obligé d'accompagner les coureurs. Il y a des coureurs qui vont vite, donc c'est assez physique aussi le métier de journaliste sportif. Donc il faut que je me mette en bonne condition pour pouvoir assumer tout ça. Mais là où je te rejoins, et c'est vrai que c'est indéniable, c'est que de plus en plus de coureurs sur route s'essayent au trail running, et notamment en été, pour ne serait-ce que essayer d'autres choses, diversifier sa pratique. D'ailleurs, si on met de côté l'aspect plaisir, l'aspect aussi bien-être, on l'a dit, avec tout ce climat un peu anxiogène qui fait qu'on a besoin de se retrouver un peu dans la nature, se vider un peu l'esprit. Si on met de côté tout ça pour s'intéresser vraiment aux avantages qu'on peut avoir à pratiquer le trail, à diversifier sa pratique, toi en tant qu'entraîneur, quel regard tu portes? Est-ce que tu penses qu'un athlète qui par exemple l'été va essayer de faire un petit peu plus de courses en montagne, va essayer de travailler un peu plus le dénivelé, tout ce qui est nécessaire à pratiquer du trail, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un intérêt de le faire si on a envie de le faire, évidemment? Oui, carrément, hein, des intérêts, des avantages, il y en a à l'appel presque, j'aurais envie de dire. Tout d'abord, on sait que le corps s'adapte sans arrêt à ce à quoi il est confronté. Par exemple, quand on commence le running, les résultats sont en général assez rapides et même impressionnants. Hein. Heureusement et malheureusement, hein, dans un sens, le corps s'adapte vite et il aura besoin du coup de nouveaux stimuli, de nouvelles sollicitations pour continuer à progresser. Parce qu'il faut bien comprendre que si tu effectues le même programme d'entraînement pendant plusieurs semaines, il est possible que tu arrives à un palier et que tu stagnes, car ton corps en fait s'est adapté à tes entraînements, et si le plan n'évolue pas avec toi, avec ta pratique, tu ne vas plus progresser. Et c'est la raison pour laquelle un plan d'entraînement doit toujours varier les séances, les intensités, les distances pour inciter notre corps à s'adapter perpétuellement et continuellement. Par ailleurs, d'un point de vue physiologique, c'est important de varier les activités sportives. Le corps, c'est un tissu vivant qui a besoin de connaître différents paramètres de stimulation. On parle de stress mécanique, stress physiologique, pour être capable de mieux s'adapter. Et la période estivale peut être un bon moment justement pour varier sa pratique du running, surtout pour les personnes qui souhaitent diversifier leur pratique sportive, mais qui ne sont pas spécialement attirées par le vélo ou la natation. Du coup, le trail running est une très bonne alternative. D'autant plus que diversifier ses parcours d'entraînement, ses séances, ses sensations, ça a des effets aussi ultra positifs sur notre bien-être et notre motivation. Moi, je ne te cache pas que, par exemple, à la fin de la saison, j'en ai un peu marre de courir toujours au même endroit, de voir toujours les mêmes paysages, de croiser toujours les mêmes coureurs, parce que généralement, tu t'entraînes toujours aux mêmes heures, donc c'est toujours les mêmes qu'on croise. Et du coup, des fois, tu as envie un peu de tout casser, de changer de circuit, de changer d'heure d'entraînement, de tout bousculer
décuplé pour que ce soit moins répétitif et moins monotone. Et du coup, ça peut être très ludique, surtout pour moi qui aime pas spécialement faire d'autres sports. Donc souvent on me dit l'été, va faire du vélo, va nager. Bon, moi j'ai envie de faire une pause running, mais j'ai pas forcément envie d'essayer d'autres sports. Donc le trail running, forcément c'est une super alternative pour moi. Alors tout à fait, parce que déjà, comme tu le soulignais, la fatigue, notamment de fin de saison, elle n'est pas simplement physique, elle n'est pas simplement physiologique, elle n'est pas uniquement mécanique, elle est aussi mentale, psychologique et parfois, ne serait-ce que changer d'environnement, de course, de lieu de pratique de notre activité sportive favorite, ça va nous maintenir dans cette dynamique-là, parce que comme tu le dis, des fois le même parcours on l'a fait 100 fois, 200 fois, 300 fois dans l'année, la piste on a fait des centaines et centaines de tours, on la connaît par cœur, on connaît le moindre petit gravier qui s'est mis à l'entrée du couloir, enfin ce genre de choses. Du coup, juste changer, se mettre dans la nature, dans un cadre différent, ça apporte un plus, ça fait du bien, on se sent vivant. Souvent, quand on est dans la nature, on se sent vivant. Et après, en plus, si tu pratiques le trail running l'été et que tu en profites pour faire des courses de trail, il y a aussi un rapport à la compétition, je veux dire, qui est totalement différent, puisqu'en trail, la pression du chrono est beaucoup moins... je peux pas dire beaucoup moins important, elle est quasiment inexistante, puisque suivant le dénivelé, suivant le profil du parcours, on va pas pouvoir faire de comparaison avec la même distance sur du plat et sur route. Et du coup, on gère aussi les choses de manière différente. Lorsque les montées sont trop abruptes, eh bien, on marche. Et là-dessus, il n'y a pas de... si vous marchez lors d'un semi-marathon ou d'un marathon, vous allez peut-être vous sentir pas très bien, ou vous dire j'aurais dû venir jusqu'au bout. Entre elles, c'est des choses qui se font et qui sont intégrées au moment de course. Donc, c'est aussi une manière d'aborder les choses de manière soft. Les ravitaux aussi, les gens s'arrêtent. Ils s'arrêtent réellement pour prendre un ravito en trail. Ils sont pas là à prendre un gobelet à la volée, le boire et le jeter dans la poubelle suivante, parce que souvent on est en pleine nature, donc il n'y a pas de poubelle. Donc on évite aussi de polluer. Donc on prend son ravito à l'endroit du ravito, on prend le temps. Des fois même on discute avec les autres. C'est des moments très particuliers. Et je dirais que du coup ça nous invite à une forme de lâcher prise tout en continuant à pratiquer notre activité sportive. Et ça, c'est quand même idéal lorsqu'on est dans une période de vacances ou une période de reprise, parce que c'est adapté à ce moment-là de l'année qu'on vit. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est justement pour ça que j'ai envie de m'essayer sur trail, même si évidemment il y a certaines personnes qui sont très dans la compétition, dans le trail et qui visent les premières places. On va dire que quand même globalement c'est pas forcément représentatif de tous les trailers qui viennent plutôt chercher une forme de pratiques sportives sans pression, où le plaisir est remis un peu plus au centre. Et puis on allie ça aussi à des superbes paysages. Donc c'est tout bénef. Fred, on dit souvent, on va s'intéresser quand même un peu plus maintenant à l'entraînement, à la préparation, parce que on peut quand même essayer sans être dans la performance, on peut quand même essayer de donner le meilleur de soi-même et de vivre ça de la meilleure des façons possibles. Donc pour ça, il faut évidemment s'entraîner, se préparer. Et on dit souvent que la technique de course, elle est très différente entre le trail running et la course sur route. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que de très bons marathoniens, par exemple, peuvent rencontrer des difficultés quand ils vont sur trail. C'est vrai qu'il y a quelquefois des personnes qui ont des très bons niveaux sur marathon, ils vont peut-être avec un petit peu de prétention, mais voilà, ils y vont peut-être un petit peu trop confiants sur trail. Et puis, ils se rendent compte que leur acquis, c'est pas forcément... en tout cas, ils peuvent pas compter que sur ça. Et moi, j'ai vu beaucoup de coureurs sur route se casser un peu les dents sur trail. Du coup, concrètement, qu'est-ce qui différencie le trail de la route, techniquement, je veux dire ? Alors, tout d'abord, tu as raison de bien différencier. Le trail, c'est de la course. On va dire la course sur route, c'est de la course comme son nom l'indique, mais ce n'est pas la même course. C'est un peu comme en cyclisme, à de rares exceptions près. On en a deux à l'heure actuelle avec Van der Poel et Wout van Aert. Les cyclistes qui sont très forts en cyclocross généralement ne sont pas des routards et on les voit pas sur le Tour de France ou dans les classiques en ligne. Et en course c'est souvent un peu la même chose. Il y a des spécialités et qui sont liées finalement au parcours. Une route, déjà, n'a pas le même rendu
d'énergie qu'un sentier ou qu'un terrain caillouteux qu'on peut rencontrer en trail. Le profil, donc le fameux dénivelé dont on parle, on parle souvent du D+, mais le D- est aussi très important parce que cela vous oblige, on en parlera un peu plus tard, à adapter votre foulée. Donc il y a des contraintes, on va dire techniques réelles liées à la nature du sol. Très différent d'être sur un sol qui est plutôt lisse, roulant comme on dit, réactif, à un sol caillouteux ou même de la terre du sentier forestier. Vous n'avez pas le même retour d'énergie, donc vous adaptez votre foulée. Et pareil, le dénivelé, si c'est caillouteux en plus, vous devez vous adapter. Donc on voit vraiment des différences qui vous obligent à avoir, on veut dire, une stratégie et une technique de course qui sont différentes, très, 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 très sincèrement. Oui. On l'a compris, du coup Fred, il y a plein d'avantages à pratiquer le trail quand on est un coureur sur route, à diversifier sa pratique. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment le trail peut nous aider non seulement à diversifier notre pratique, mais aussi à nous améliorer en tant que coureur sur route? Est-ce qu'il y a des avantages qui vont nous permettre finalement de devenir un meilleur coureur si on pratique du trail? Alors au-delà de l'avantage, on va dire psychologique dont on a déjà parlé, sur le fait de courir en pleine nature, d'avoir une forme de lâcher prise avec notre pratique, Moi, je dis assez souvent que le meilleur athlète, c'est l'athlète le plus complet. C'est-à-dire que vous pouvez être très fort dans une discipline donnée, mais si vous êtes fort dans un certain nombre de disciplines variées qui se raccrochent à votre discipline, la course en l'occurrence, vous serez d'autant plus complet et performant sur, on va dire, votre objectif particulier. Et le trail a cette spécificité, c'est que notamment, j'en parlais du fait de la différence du revêtement du sol sur lequel vous courez et des différences de dénivelé. Vous allez avoir tout un travail qui se situe au niveau musculaire qui va vous renforcer de manière différente et pas simplement les membres inférieurs mais également au niveau abdogainage et utilisation du haut du corps parce que certains trails avec des dénivelés assez forts se font avec bâton, donc là on apprend aussi à se servir des membres supérieurs, d'avoir une coordination qui est bien meilleure, donc du coup on a énormément d'avantages à pouvoir pratiquer ça, à pouvoir pratiquer le trail dans une saison de course sur route parce que ça va, comme je viens de le dire, vous apporter tout un ensemble d'éléments que vous pourrez derrière transférer sur votre pratique route puisque ça reste de la course à pied au final. Et concrètement, est-ce que tu peux nous citer quelques bénéfices que le trail va nous apporter? Comme ça, on va pouvoir peut-être les travailler un peu plus spécifiquement si on veut tout simplement aussi s'améliorer. Alors très souvent et de manière un peu générale, gagner en puissance musculaire. Parce que le fameux travail de D+, vous oblige à musculairement être un peu plus costaud et un peu plus apte à faire face à la difficulté. Idem pour le dénivelé négatif, puisque là, vous avez vos muscles, et notamment au niveau des quadriceps, qui travaillent essentiellement en excentrique, d'ailleurs qui est la phase de contraction qui donne le plus de courbature. C'est pour ça que lorsque vous sortez de trail avec des forts dénivelés, c'est pas les montées qui vous seront le plus fatales, souvent ce sont les descentes, évidemment. Et vous avez tout votre travail de proprioception, parce que vous êtes souvent sur des terrains, comme je le disais, instables, et du coup vous avez un renforcement à la proprioception. C'est un peu cette qualité musculaire inconsciente, c'est-à-dire que le corps s'autorégule et auto-réagit par exemple au dénivelé, au fait de courir mais sur un versant, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur une roue plate, et là votre corps s'adapte. Justement, je me permets de rebondir sur le mot que tu as cité, la proprioception, parce que c'est vrai que c'est un mot qui est très répandu, mais concrètement, moi en tout cas, je suis pas sûr de donner une définition qui soit la plus exacte possible. Du coup, j'en profite. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est la proprioception? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'équilibre et de proprioception dans le trail, mais pas forcément tout le monde a en tête une définition qui soit exhaustive. Voilà, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais je pense que c'est important parce que moi je sais pas, et je pense qu'il y a d'autres auditeurs aussi qui connaissent pas la proprioception. Avec un grand plaisir, Guillaume, tu vas voir que ça n'a rien de compliqué, et c'est bien plus qu'une petite parenthèse, parce que c'est un élément essentiel, comme tu dis, des bénéfices qu'on retire de la pratique du trail.
Tu as dû t'en apercevoir, mais nos organismes sont soumis à la gravité, ce qui est quand même une contrainte pour notre corps. Et du coup, pour s'adapter, il doit mettre en place plusieurs mécanismes pour se maintenir et, on va dire, érigé droit contre cette force-là. Et l'équilibre de notre corps, il est régi par 3 systèmes. Le système vestibulaire de l'oreille interne, on va dire c'est une sorte de niveau à bulle mais en 3D, le système visuel et enfin la proprioception qu'on pourrait définir comme la capacité de sentir son propre corps, notre perception de soi. Et il faut bien comprendre que les informations proprioceptives arrivent de partout dans notre organisme. Notre corps est rempli de petits capteurs, si on peut dire, dont chacun est chargé d'une tâche. On en retrouve énormément dans les muscles, les tendons et les articulations. Et ces informations parviennent jusqu'au noyau vestibulaire du tronc cérébral qui adapte la position des yeux, de la tête et des membres pour maintenir l'équilibre, et notamment lors de mouvements complexes qu'on retrouve en course à pied et encore plus entre elles sur des parcours qui sont changeants et qui ne vous demandent pas en plus une action, on va dire, consciente. La proprioception, ça se passe tous en niveau, certains diront réflexe, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est l'idée, c'est qu'en fait les choses, elles se font mécaniquement toutes seules. C'est comme lorsque vous marchez et que par exemple dans la rue, il y a un petit trou sur le goudron, votre cheville, elle va se tourner et tout de suite envoyer une information à votre corps pour pas que vous tombiez. Vous tombez rarement dans ce cas-là, parfois ça arrive, mais les 3/4 du temps, vous ne vous blessez même pas dans une telle situation. Merci beaucoup pour ces explications, Fred. C'est vrai que je comprends mieux pourquoi la proprioception, c'est extrêmement important dans le trail et notamment au vu de ces parcours. Alors, du coup, puisque le trail va faire appel à cette qualité proprioceptive, il faut profiter de nos entraînements trail pour travailler spécifiquement la proprioception et notamment à travers des exercices qu'on inclura dans notre préparation physique générale, PPG, ou on va dire peut-être nos séances de renforcement musculaire tout simple. Souvent, ce sont des exercices qu'on peut faire. Alors, certains préconisent que la proprioception se fasse toujours pieds nus. On a des nouvelles études qui démontrent que c'est pas forcément obligatoire, parce que notamment lorsque vous allez courir, à quelques exceptions près, les coureurs sont rarement pieds nus. Donc on peut aussi, c'est vraiment quelque chose que je veux que les gens retiennent. On peut aussi travailler sa proprioception lorsqu'on travaille avec des chaussures, évidemment. L'idée, c'est d'avoir les informations qui viennent au niveau de la voûte plantaire. Donc, on va travailler sur des sols mouvants, comme des poches, style balle Bosu ou plateforme Bosu, de façon à créer du déséquilibre au niveau de la surface d'appui, afin que l'ensemble des chaînes qui sont supérieures, c'est-à-dire finalement tout le reste de l'organisme, s'organise pour rester en équilibre. Ce type de travail est assez fréquent et assez régulier. On peut travailler la proprioception, même par exemple lorsqu'on travaille du squat avec une barre, c'est-à-dire qu'on leste notre barre avec des élastiques, avec des poids différents à gauche et à droite, et là on travaillera là aussi la proprioception, mais avec une contrainte qui vient d'en haut. Donc il y a énormément d'exercices possibles à faire pour ça, mais voilà, retenez que ce n'est pas obligatoirement fait pieds nus, ça c'est vraiment important, et que vous devez vous situer dans des situations d'instabilité, et votre corps aura à charge de trouver par lui-même une solution de stabilité, c'est ça l'idée. Et arrivé à un certain moment dans la course, le corps et l'esprit se mettent en pilote automatique, et du coup les pas s'enchaînent les uns après les autres, et du coup la proprioception fait son rôle. Vous n'avez plus à penser à chaque fois que vous voyez un petit trou, est-ce que vous devez faire ce que vous ne pouvez pas tout voir, et certains trails ont lieu aussi alors soit totalement de nuit ou sur des durées ou des distances tellement longues qu'il y aura une portion de nuit, et donc du coup tout ça doit se faire en mode automatique, comme je le disais. C'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai remarqué que moi, je passe beaucoup de temps à regarder au sol, je passe beaucoup de temps à regarder le terrain parce que j'ai toujours peur de tomber. C'est peut-être parce que justement, j'ai pas travaillé suffisamment cette proprioception, et du coup, si je la travaille spécifiquement, mon corps va un peu passer en mode pilote automatique. Évidemment, toute proportion gardée, et je vais toujours faire attention où je mets les pieds, mais j'aurai moins peut-être cette psychose ou peut-être ce manque de confiance en moi que j'ai actuellement et qui me fait perdre quand même beaucoup de temps. Et c'est quand on fait du trail, on a envie plutôt de regarder le paysage autour de soi et pas à regarder partout où on met les pieds et être un peu dans une psychose parce que c'est pas agréable. Donc j'ai noté là tout ce que tu as dit, et je vais travailler cette proprioception assez rapidement pour améliorer ça. Tu nous parles aussi de renforcement musculaire. Alors je sais que toi tu es un féru de renforcement musculaire. On a eu d'ailleurs
avec plusieurs épisodes autour de cette question-là. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que le trail peut nous aider à nous muscler, s'il peut nous aider à nous muscler, et si oui, quels muscles est-ce qu'on doit travailler spécifiquement quand on fait du trail par rapport à une musculation marathon ou semi-marathon 10 km par exemple. Voilà, si maintenant cet été je veux faire un petit focus musculation trail, où est-ce que je dois mettre mes attentions et mes efforts? Sur quels muscles? Alors de manière un peu provocatrice, je te dirais, il faut tout travailler. Ça m'arrange pas, ça. Voilà. Parce que le corps est un système, donc il n'y a rien qui fonctionne sans le reste. Mais évidemment, je comprends le sens de la question et ce qu'on peut y répondre. En fait, c'est pas tant quels muscles on va travailler. Parce que les muscles impliqués dans la course vont rester globalement les mêmes. C'est le type de sollicitation qui va différer. Je m'explique, j'en parlais brièvement tout à l'heure. Entre elles, et notamment dans le cadre des descentes, les quadriceps, qui sont ces muscles du devant de la cuisse, vont être énormément sollicités dans un mode de contraction dit excentrique. Alors pour les non spécialistes, de manière très très courte, on a 3 types de contraction musculaire dans le corps. On a le concentrique, c'est-à-dire que la fibre musculaire se raccourcit et en gros on rapproche les extrémités, les articulations qu'elle lie. La contraction concentrique, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de modification de la longueur de votre fibre musculaire. Par exemple, lorsque vous faites la chaise adossée au mur ou lorsque vous faites la fameuse planche de gainage, vous êtes en contraction concentrique, aucune modification de la longueur des fibres musculaires. Et j'y viens, la concentration dite excentrique, c'est une contraction musculaire qui se fait par étirement des fibres musculaires. Et c'est ce qui se passe lorsque vous êtes dans une descente. Vos quadris travaillent essentiellement en excentrique. Du coup, c'est très générateur de courbatures. À savoir aussi que le muscle, quel que soit le muscle, en excentrique est beaucoup plus puissant. Et donc, il faudra le travailler de manière spécifique parce que c'est ça qui va le plus altérer votre, on va dire, votre performance et votre plaisir dans la pratique du trail running. Il y aura aussi, à mon sens, un focus à faire au niveau des bras et notamment au niveau des épaules. Alors, pour être plus précis, la coiffe du rotateur, c'est ce gros muscle au niveau de l'épaule. Je vais parler précisément certains, parce que sinon je vais entendre que l'épaule en tant que muscle n'existe pas, ce qui n'est pas totalement faux. Mais voilà, vous m'avez compris. Au niveau des bras et des épaules, parce que vous allez beaucoup plus les solliciter, notamment dans les montées et dans les descentes. Les membres supérieurs vont vous servir à l'équilibre. Il ne faut pas négliger le rôle du haut du corps dans l'équilibre de votre corps et dans le phénomène d'allègement. Donc, c'est des parties que vous allez certainement travailler de manière un peu plus importante. Et comme je le disais là, par rapport aux jambes, aux membres inférieurs, pour parler en termes anatomiques, mettre un petit accent sur le travail excentrique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Fred, tu m'as presque donné envie de faire de la musculation. Tu vois, tu as réussi cet exploit-là. Ça, tu peux t'en féliciter. Autre chose, Fred, on dit souvent que le trail running, c'est avant tout une discipline de mental. C'est vrai que sur trail, le mental, il est essentiel et on pense notamment à l'ultra. Selon toi, comment est-ce que tu définirais le mental d'un trailer et surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser le trail pour travailler notre mental? Est-ce que ça peut nous aider vraiment à avoir un mental de champion, en fait, le trail running? En fait, on commence à parler vraiment du mental en course. Moi, j'ai l'impression, au-delà du trail, à partir du marathon. Souvent, on nous dit que le mental, c'est 80% du physique. Il y a ce genre de phrases un peu toutes faites qui sont pas forcément vraies parce que c'est difficile de mesurer aussi précisément l'implication de l'un et de l'autre. Et il faut pas opposer d'un côté le mental et le physique. Les deux fonctionnent en même temps. C'est un système. D'ailleurs, moi, je me souviens d'un coureur qui m'a dit n'avoir aucun mental et il m'a dit c'est pour ça que j'adore l'entraînement parce que comme ça, j'ai pas à utiliser mon mental. Donc, c'est vrai que c'est une façon de voir les choses. Finalement, si on s'entraîne très très bien, il n'y a pas besoin de mental, quoi. Le mental, ça peut venir aussi, se substituer peut-être à un entraînement pas suffisamment rigoureux. Enfin, c'était une façon que lui, il avait de voir les choses, mais j'avais trouvé ce point de vue assez intéressant. Je m'entraîne justement pour pas avoir à utiliser le mental, parce que sinon, si j'utilise le mental, c'est parce que ça bûche, quoi, finalement. Ouais, moi j'ai une autre anecdote à ce propos, c'est Blandine Bitzner, les plus anciens et férus d'athlétisme sauront de qui je parle, une athlète de l'Est de la France qui a été dans les années
90 championne d'Europe de cross, donc c'est pas rien. Et un jour, en discutant avec elle et une de mes athlètes, elle disait à mon athlète, moi je me suis jamais lancé sur marathon parce que j'ai pas le mental. Une athlète qui a été championne d'Europe de cross a du mental. Donc c'est toujours la projection qu'on fait sur l'épreuve qui va venir. Et souvent, quand on parle du mental, que ce soit les ultra-trailers ou les marathoniens, c'est le mental à durer dans le temps, une distance assez longue ou une durée d'effort assez longue. Justement, et c'est vrai que sur Ultra, en fait, c'est des courses qui peuvent durer 20, 25, 30, 40 heures parfois. Et là, on va pas se mentir, tu passes par toutes les émotions quand tu cours aussi longtemps. Tu as des moments d'euphorie, tu as des moments de doute. Enfin, émotionnellement parlant, une course aussi longue, évidemment que ça a des impacts sur nous. Et c'est là où le mental, il est quand même essentiel. Du coup, comment ça se passe, voilà, le mental sur trail? Toi, comment tu le définis? Et comment est-ce qu'on peut aussi le travailler? Comment est-ce que ça peut nous aider aussi à avoir un meilleur mental, le fait de pratiquer du trail? En fait, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que le trail, c'est, on l'a dit, une discipline d'endurance, voire d'ultra-endurance pour certaines distances. Et il faut donc être à un moment capable de mettre le corps et l'esprit en pilote automatique, très concrètement. C'est-à-dire, je débranche tout et j'avance. Et ça nécessite, ou ça permet de développer, les deux vont ensemble en fait. On en a besoin, mais en même temps, à force de pratiquer, on va le nourrir, c'est avoir une bonne capacité de gestion de l'effort. Mais ça vaut pour toutes les courses. Mais lorsque vous partez pour une course d'une vingtaine d'heures d'effort, voire le double, vous pouvez pas vous permettre de vous, excusez-moi l'expression, de vous trouver dans la première heure, parce que là c'est irrémédiable, c'est fatal, et vous tiendrez pas. Donc ça nécessite vraiment cette capacité de gestion. Ensuite, c'est votre capacité à rester lucide. Et concentré sur une aussi longue durée. Parce que ça aussi, c'est un des enjeux. Et ça passe notamment par tout ce qui est ravitaillement, avec l'alimentation, qui va être un des éléments essentiels. Hein. Quand on est sur l'ultra, que ce soit l'ultra trail ou l'ultra fond, je pense aux athlètes qui font du 24 heures. Par exemple, on avait reçu il y a quelques temps de ça, un petit moment, Stéphanie Jiquel. On est obligé d'avoir une stratégie, on va dire, alimentaire vraiment, vraiment performante, parce que cette dimension prend une proportion vraiment importante dans la perf. Mais justement, quelquefois, on n'a pas envie de manger, quoi. Et c'est là où tu parles de lucidité. Même sur marathon, quelquefois, on n'a pas envie de se ravitailler. Et on pense pas forcément à cet aspect du mental, mais avoir du mental aussi, c'est de se dire, ok, j'en ai pas envie, mais il faut que je le fasse, donc je le fais. Et ça, c'est un aspect du mental. C'est vrai qu'on parle peut-être pas suffisamment, parce qu'on l'imagine pas comme ça, le mental, alors que c'est clé, parce que si vous vous ravitaillez pas, vous allez foirer votre course. Donc il faut faire preuve de discipline sur ça. Exactement. Et le fait de rester lucide aussi va vous aider à faire et ça c'est vraiment du coup fondamental en trail, à bien choisir vos trajectoires. Parce que suivant la trajectoire que vous prenez, vous pouvez marcher, rouler sur le mauvais caillou, ou vous prendre la mauvaise roche, et là ça peut remettre en cause l'ensemble de votre course. Rester lucide, c'est aussi parce que tu l'as dit, il y a des moments où on est bien, il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on n'est vraiment, vraiment pas bien. On peut avoir de la colère, de l'agressivité, et il faut savoir canaliser ses émotions, son énergie. C'est vrai que on a suivi quelques courses à l'UTMB, on a suivi aussi la Diagonale des Fous, le marathon du Mont Blanc prochainement. Et moi, j'ai remarqué des fois sur les espaces de... comment dire, tu sais, tu as des tentes de ravitaillement où les athlètes s'arrêtent quelques minutes pour ravitailler, et souvent il y a leur assistance, et quelquefois tu vois des trailers qui vont être hyper agressifs avec leurs amis, avec leurs proches. Ils ont campé, ils ont attendu la personne pendant plusieurs heures, et la personne elle arrive, elle est exécrable, quoi. Elle est de très mauvais poil, elle agresse tout le monde, et des fois c'est violent parce qu'on trouve ça très ingrat, alors que quand tu regardes les athlètes du début, les athlètes qui sont les athlètes les plus performants, et ben eux ils sont toujours ils gardent cette lucidité, ils sont jamais agressifs avec leur staff, bien au contraire, et ça aussi c'est du mental finalement, c'est la gestion des émotions, quoi, finalement. Et c'est pas avoir des boucs émissaires, parce que des fois il faut penser aussi à sa famille. Là je pose un petit coup de gueule pour certaines personnes, je sais que c'est pas simple, hein, et moi-même des fois j'ai engueulé des gens, des fois on perd le contrôle, mais ça se travaille, ça aussi il faut rester lucide, parce que c'est des émotions négatives, et ça forcément ça nous met dans un mauvais mood, donc il faut y penser. Voilà, tu fais bien d'en parler, Fred. Et donc, au-delà de ça, ce que nous permet de travailler le trail, et ce dont on aura besoin, c'est le fait de trouver du sens à sa pratique sportive. Parce que, on va pas se mentir, après 5 heures d'effort,
ou alors un peu plus, dans des conditions pas toujours très marrantes. Lorsque vous faites l'UTMB et que vous êtes en pleine nuit, que vous avez peut-être un peu froid, on commence à réfléchir, à se dire mais qu'est-ce que je fais dans ce bourbier? Enfin, ça arrive à beaucoup. Et même dans le 30e kilomètre sur marathon. Hein. Par exemple. Et du coup, il faut trouver du sens. Et vraiment se reconnecter à soi. Et ça va avec la lucidité, et se dire oui, bah, je suis avant tout là parce que ça me plaît et c'est quand même un kiff énorme. Et je suis en train de m'accomplir, de dépasser mes limites, d'agrandir ma zone de confort. C'est vraiment des choses auxquelles il faut penser. Et comme on le disait avec l'agressivité, ne pas se laisser submerger par la colère ou par le désarroi ou ce genre de choses. Et du coup, nourrir. J'insiste beaucoup. Alors le corps, oui, mais cette notion de plaisir aussi. Vous êtes là avant tout. Les plus des 3/4, 95% des gens qui participent à des ultra trails sont des amateurs purs et durs, n'en vivront jamais. Et c'est tant mieux. Et justement, ils sont là pour s'amuser et profiter. Donc, ne pas oublier ça. En parlant justement de notion de plaisir, on le sait, et moi je l'ai vu, des fois on peut voir, je vais pas dire des coureurs blessés, mais il y a des petits chutes, il y a des bobos. Évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille. Quand on court un trail, on peut trébucher, on peut se griffer, on peut avoir des petites douleurs. Et ce que j'ai remarqué aussi chez les trailers, c'est qu'ils ont une excellente capacité d'écoute de leur corps. Et des fois, on pense que ils sont cuits et qu'ils vont arrêter. Ils savent justement quand est-ce que ça va redémarrer, quand est-ce que ça va pas partir. Et c'est vrai que moi je suis toujours impressionné par cette écoute du corps. Qu'est-ce que tu en penses toi, et comment est-ce qu'on peut développer ça aussi, cette qualité-là, quand même, qui est très propre au trailer? Alors ça, c'est un élément qu'on avait un peu abordé dans notre épisode sur le flow. Je sais pas si tu te rappelles, Guillaume, ce qui était appelé le feedback sans équivoque. C'est vraiment une qualité, je pense, tous les athlètes devraient développer. Et souvent, quand on va sur le fond, en course à pied, le fond, on le voit de plus en plus, notamment à partir du marathon, mais effectivement, tous ceux qui sont dans l'ultra le développent encore plus, parce qu'il faut être attentif à tous les petits signaux du corps, parce qu'à un moment, on se connaît bien en tant qu'athlète, en tant que coureur, et on sait que quand, par exemple, telle sensation va arriver, c'est peut-être qu'on n'est pas bien, ou pas se laisser griser, enfin, on sait ce genre de choses, et très sincèrement, la seule manière de le développer, c'est la pratique. C'est la pratique, mais du coup, une pratique qui, à un moment donné, faut pas dire 100% de vos sorties run doivent être axées là-dessus, mais notamment les séances les plus dures ou les plus spécifiques, prenez vraiment, concentrez-vous sur ce que vous faites. Et pour le coup, je pense à ceux qui courent avec de la musique ou des podcasts. Profitez sur vos runs de régénération, même si c'est pour écouter dans la tête d'un coureur. Je vous conseille d'éviter si c'est vraiment une sortie spécifique, avec un peu de dénivelé, parce que l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et voir comment vous réagissez. Et ça, les éléments extérieurs, ça vous sort de tout ça. Et évidemment, donc, ça se travaille, c'est la pratique à force et d'avoir l'habitude finalement de se centrer sur ce qu'on est en train de faire, ce qu'on n'a pas l'habitude dans la vie de tous les jours. Fred, merci beaucoup, on l'a compris, on a tout à gagner finalement en diversifiant sa pratique et en s'essayant au trail running. J'espère que ça a donné peut-être des idées à nos auditeurs et auditrices. Et justement, avant de passer à notre rubrique du vrai, du faux, quels sont selon toi les éléments à retenir, les éléments clés de notre échange? Si y a des auditeurs qui veulent se lancer cet été sur trail, qu'est-ce que tu leur conseilles pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit? Alors moi, le premier conseil que je donnerais, c'est à ceux qui pourraient hésiter et qui pensent que c'est la pratique du trail est beaucoup trop éloignée, par exemple d'un 10 km sur route ou autre, c'est vraiment d'y aller, parce que ça va vous apporter des plus. Ça va vous apporter des plus au niveau mental, psychologique. Ça va vous permettre de poursuivre votre entraînement, vos pratiques de la course à pied dans un cadre totalement différent, et ça va avoir des plus au niveau musculaire, on en a parlé, et même si vous allez vous retrouver sur une course sur route qui est plate à l'automne après avoir passé un été d'entraînement, le fait d'avoir fait du dénivelé, d'avoir renforcé votre corps dans des dimensions dans lesquelles il n'avait pas l'habitude de l'être, ça va vous aider à être plus performant sur le plat. Et ça, faut vraiment en avoir conscience. Et voilà, il y a le plaisir aussi mental, psychologique de la chose et de la pratique. Notamment, on l'a vu sur la gestion des émotions et pouvoir donner du sens à ce qu'on fait.
Effectivement, donc n'hésitez pas à diversifier votre pratique. C'est vrai, quelquefois, il y a un peu, je vais pas dire des guerres de chapelle, mais il y a des communautés aussi de coureurs qui vont se sentir très coureurs sur route, très trailer, très triathlètes, alors que finalement, on peut se nourrir les uns des autres. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour les trailers. En avril dernier, tu as Ludovic Pomeray, vainqueur de la dernière Diagonale des Fous, qui a fait un marathon. Il a fini en 2h31. C'était je crois que c'est un de ses premiers marathons. Et en plus, il était lièvre, il était même pas en séance. Et donc, on a tout à gagner. Il faut vraiment décloisonner la pratique du sport. Un coureur, c'est quelqu'un qui court. Donc, à partir du moment où il y a de la course, voilà, on est un coureur et on est chez nous partout. Il ne faut pas hésiter à se lancer sur les disciplines qui vous donnent envie. Je le disais parce que des fois, on peut avoir un peu d'appréhension. Tu vois, on peut penser que c'est pas notre monde ou que, tu vois, il y a aussi des petites barrières. On se sent pas forcément à l'aise et parce que on maîtrise pas forcément les codes. Et il faut pas s'arrêter à ça. Au contraire, voilà, il faut se lancer. Écoute, Fred, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre rubrique du vrai et du faux, si tu es OK. Toujours pour cette fameuse rubrique. C'est parti. Ça, c'est vrai, ça. Non, c'est faux. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Le vrai du faux, chaque mois, Fred répond à vos questions. Si vous avez d'ailleurs des idées reçues, des doutes sur certains conseils que vous avez pu entendre, n'hésitez pas à les poser à Fred. Pour cela, il suffit de vous rendre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même TikTok, puisqu'on est sur TikTok maintenant. Fred, première question, génétiquement, et ça c'est vrai que c'est une question que moi j'ai entendue, je crois dans les premiers jours où je me suis inscrit dans un club d'athlétisme, ça va être en 2013 ou 2014, on m'avait dit, tu sais, Guillaume, génétiquement, il y a ceux qui ont des fibres rapides et du coup qui ont des prédispositions au sprint, et tu as ceux qui ont des fibres dites lentes et qui eux sont faits pour l'endurance. Un peu comme si on était prédéterminé à la naissance pour être soit un sprinter, soit un coureur d'endurance. Donc si tu as envie de faire du trail mais que tu as des fibres rapides, faut que tu te mettes au 100 mètres. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est vrai ça? Alors oui et non. De manière très classique, les fibres musculaires sont divisées en deux types, le type 1 et le type 2, sachant que le type 2 se définit encore, se sous-catégorise en type 2A et type 2X. Alors les fibres de type 1 sont considérées comme les fameuses fibres musculaires à contraction lente. Lorsqu'on parle de contraction lente, c'est 110 millisecondes. Donc c'est lent, mais à notre échelle, nous, c'est déjà ultra rapide. Et les fibres de type 2, les deux types de fibres de type 2, sont les fameuses fibres rapides qui, elles, ont leur pic de tension à 50 millisecondes. Et on considère que ce sont les fibres idéales pour les efforts liés à la force et à la puissance. Donc effectivement, quelqu'un qui aurait plus de fibres dites rapides, que de fibres de type lent, sera plutôt prédisposé pour faire du sprint. Maintenant, on ne sait pas, parce qu'il aurait fallu faire des études avant et après. Est-ce que les athlètes, les sprinteurs qui ont une proportion de fibres rapides plus importante avaient une telle proportion avant de commencer ce sport-là ou non? Il a été prouvé que les fibres de type rapide pouvaient, entre guillemets, se transformer en fibres de type lente, je mets entre guillemets se transformer, on ne va pas faire un débat d'experts là, mais que l'inverse serait beaucoup moins évident. En tout cas, il serait pas impossible, mais beaucoup moins évident. Donc, il y a le problème de la réversibilité et des proportions. Effectivement, si on n'a plus de fibres de type lente, on serait un meilleur coureur, on va dire, d'endurance que sprinter, et inversement. Ça, ce sont des choses qu'on peut dire qui sont vraies, mais je nuance toujours en me disant, finalement, est-ce que c'est la pratique qui fait qu'on a une dominante de tel type de fibre, ou est-ce que c'est absolument génétiquement défini, et sachant que, notamment, en tout cas pour le sport d'endurance, il y a tellement d'autres paramètres que la simple constitution en fibres musculaires, notamment les capacités cardio-respiratoires, qu'on ne pourra pas condamner une personne qui a plus de fibres rapides et lui dire non, tu ne peux pas faire d'endurance parce que ce n'est pas ton profil. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, et puis finalement rien n'est gravé dans le marbre, et c'est plutôt rassurant. Fred, deuxième question, transpirer beaucoup est signe de bonne santé. Intéressant, tiens, ça c'est vrai aussi que c'est quelque chose qu'on entend. Moi je pense que c'est vrai, parce que voilà, mais je veux pas t'influencer, donc dis-moi ce que t'en penses, Fred. Alors là, tout dépend ce que tu appelles être en bonne santé. En tout cas, transpirer,
bien transpirer, je dirais, de manière efficace, montre qu'on a un système de thermorégulation qui fonctionne bien. Donc, on peut considérer que si on a, parce que le système de thermorégulation, c'est le système entre guillemets interne à l'organisme qui vous permet de faire face à la surchauffe de votre corps, parce qu'il faut que notre corps soit à température constante. Donc, une des manières d'évacuer et la manière principale d'évacuer la chaleur pour l'organisme, c'est la transpiration. Donc, on peut considérer effectivement qu'une personne qui transpire beaucoup, c'est une personne qui a un système de thermorégulation efficace. Des glandes sudoripares, ce sont ces glandes qui vous font transpirer, qui fonctionnent effectivement bien. Et on le voit souvent avec des personnes qui ont, je ne veux pas dire en mauvaise santé, mais en tout cas qui n'ont pas une santé optimale, qui ont des problèmes de type obésité. Lorsqu'ils ont chaud ou qu'ils font un effort un peu brutal ou un peu long, ils ne transpirent pas, ils deviennent tout rouges. Et tout rouge, c'est en fait, ce sont les vaisseaux, entre guillemets, les vaisseaux qui reviennent à la surface de la peau et qui sont vraiment en surchauffe. Voilà, c'est simplement ça. Ouais, même les personnes sédentaires, quand qui font pas du tout de sport, dès qu'ils commencent à courir, ils deviennent tout rouges. Mais à contrario, moi, je me souviens de Guillaume Ruel, quand même athlète de 100 km d'ultra d'endurance et qui nous disait qu'il transpirait très très peu. Donc c'est pas forcément aussi, voilà, si vous transpirez beaucoup, bah c'est bien, c'est-à-dire que vous thermorégulez bien. Mais voilà, il y a quelques personnes qui transpirent moins que d'autres, même des athlètes de très haut niveau, et donc c'est pas forcément mauvais signe. Il y a aussi des petites particularités. Voilà, c'est toujours difficile de faire des généralités si j'ai bien compris. Fred, dernière question. On nous dit il ne faut pas courir tous les jours. Est-ce que c'est vrai ça ? C'est vrai que nous, on nous pose souvent la question sur Instagram. Est-ce que combien de jours de repos il faut avoir dans la semaine ? Est-ce qu'on peut courir tous les jours ? Voilà, c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Même si j'imagine que ça reste quand même très personnel. Moi, personnellement, si j'ai pas un jour de repos dans la semaine, je suis très malheureux. D'autres, il leur en faut un jour de repos, un jour de sport, un jour de repos. Moi, j'ai aussi, quand je débutais, j'avais un peu ce principe-là. Un jour je cours, un jour je me repose. Ça marchait très bien pour moi. Puis progressivement, j'ai ralenti, mais j'ai toujours gardé un jour de repos. Mais est-ce que si je voulais courir demain tous les jours, est-ce que je ferais une grave erreur ? Alors, si courir tous les jours était une grave erreur ou une mauvaise indication, pour le coup, beaucoup d'entraîneurs, notamment d'athlètes de haut niveau, auraient des soucis. Parce qu'il y a des athlètes quand même qui s'entraînent 2 fois par jour. Même pas tous les jours, 2 fois par jour. J'ai même eu l'occasion de rencontrer une athlète britannique lors d'un stage en Éthiopie, où elle m'expliquait qu'en fait, ils avaient même jamais de jour de repos dans la semaine. Le fameux sacro-saint jour de repos qu'on se prend, que moi aussi c'est un peu mon éducation sportive. Voilà. Après, comme tu le dis, c'est très individuel, et je pense que c'est à mettre en relation avec son objectif déjà, et aussi son envie. Mais c'est vrai que moi, je sais, par exemple, mon père qui courait beaucoup à une certaine époque, eux, ils réfléchissaient pas en 7 jours, ils réfléchissaient en dizaines, quinzaines de jours. Et du coup, ils avaient cette logique de se dire un jour de repos tous les 10, tous les 15 jours. Et c'est vrai qu'il y a plein d'entraîneurs, finalement, parce que c'est assez limitant de travailler que sur 7 jours et qui préfèrent réfléchir en dizaines de jours. Donc, c'est pas limité à une semaine, en fait. Exactement. Et bon, du coup, est-ce qu'il ne faut pas courir tous les jours ? Honnêtement, il n'y a pas de contre-indication. Simplement, voilà, prenez en compte déjà votre plaisir. Le premier point, votre plaisir. Si vous avez envie de courir tous les jours, vous pouvez avoir envie de courir tous les jours, c'est très bon. L'OMS préconise quand même 1 heure d'activité physique par jour. Et si on n'est pas dans cette heure, alors quand on dit 1 heure, c'est aussi le temps que vous marchez, par exemple pour aller prendre vos métros, ou faire ci ou faire ça, des activités. En dessous, on va être dans la sédentarité. C'est ça en fait la définition même. Donc 1 heure de sport par jour, c'est pas trop. Donc si vous avez envie, faites-le, mais c'est pas une obligation non plus. Et si vous le faites, ne vous dites pas non plus, il va y avoir des conséquences néfastes pour ma santé. Ce qu'il faut, c'est le faire, comme je disais, avec plaisir, mais aussi avec cohérence. C'est-à-dire que si à l'heure actuelle, vous ne faites rien, passez pas du jour au lendemain à rien, à entraînement tous les jours, toute l'année. Pareil, il faut que les choses elles se fassent de manière progressive, intelligente, et aussi en termes d'intensité de charge, parce que au-delà du nombre de jours au cours desquels vous courez dans la semaine, va entrer en ligne de compte la durée et l'intensité de ces différentes sorties de course. C'est-à-dire que si par contre vous me dites courir tous les jours et faire des séances de qualité tous les jours, là je vous dis tout de suite non. Là c'est sûr, c'est non, même à quel que soit le niveau. Très 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 concrètement.
Bon, tout ça, c'est aussi un peu de bon sens. Merci infiniment, Fred, pour tous tes précieux conseils. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez d'ailleurs parler du podcast autour de vous et nous faire découvrir à vos amis ou partenaires d'entraînement, tiens, pourquoi pas à ceux qui s'essayent au trail, vu qu'on a eu un épisode qui était consacré au trail, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à le recommander à un ami. C'est vraiment un moyen de nous aider et c'est important pour nous. Donc, merci à toutes celles et ceux qui parlent de nous. Ça nous fait toujours très plaisir. Fred, écoute, je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur. Et puis, bonne semaine et à très vite. À très vite, à lundi prochain.